Salut à tous, heureux de vous accueillir sur le talk show du Phocéen.fr pour parler de l'actualité ce soir. Maxence Volpe est avec nous. Salut Max. Salut à tous. Johan est avec nous également. Ça va? Très très bien, après une belle victoire, on commence bien la semaine. Johan que vous suivez bien évidemment sur le compte Johan Eracha. C'est ça, sur TikTok, toujours actif. Toujours actif, on n'a pas abandonné. Et Romain Canuti est exceptionnellement à distance, Covid oblige. Salut Romain. Salut Seb, écoute, on ne sait pas, mais on prend toutes les précautions possibles. Écoute, c'est le principal mandarine qui nous dit ça sent les vacances, Maxence. C'est ça, il a raison. Allez, on passe tout de suite à la première partie de cette émission. L'Olympique de Marseille qui s'est imposé, faut-il le rappeler, 5-1 face aux Stéphanois. On leur en a mis une valise quand même cette année, hein, parce que ça fait 4-0 en Coupe de France, 2-0 à Geoffroy Guichard. Les deux matchs, c'était au Stade des Verts et au Stade Vélodrome, ils en ont pris 5. Ça fait 11 buts. 11 buts à 1. Ça fait mal, les amis stéphanois. Mais bon, on va pas brancher. On va pas brancher parce que à une époque, c'était bien ça, tu vois, quand tu branchais tes potes stéphanois, tes potes parisiens, tes potes lyonnais. Mais maintenant, avec Paris, on ne peut plus. Donc, du coup, je branche plus personne, moi. Parce que j'ai toujours peur que les Parisiens me disent ah, tu as rigolé avec Cynthia, ça va ta gueule. Bref, est-ce que c'est ça le Derby Ball, dit autrement, les amis? Est-ce qu'on commence vraiment à voir les préceptes de jeu de l'ami Roberto De Zerbi, c'est-à-dire beaucoup de maîtrise? On se sent rarement en danger avec cet OM, Max, qui fait dire d'ailleurs à certains supporters, dont tu en fais partie par moment, ouais, on s'ennuie un peu. Est-ce que tu t'es ennuyé là, du coup? Bah, du tout, parce que comparé par exemple au match contre Angers, où sur la première mi-temps, on voit une maîtrise totale également de l'Olympique de Marseille, mais sans réelles occasions ou une ou deux occasions par-ci par-là. Là, tu peux te dire forcément sur ce match contre Saint-Etienne que tout au long du match, il y a des occasions, quoi. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ce que je dis. J'ai essayé d'expliquer la semaine dernière, qu'on prenne pas de risque, je le comprends, qu'on ait cette maîtrise, je le comprends, mais que quand même, on essaye de se projeter vers l'avant pour se créer des occasions. Mais quoi. Est-ce que Max, et après on écoutera bien évidemment ton avis, Joël, mais est-ce qu'on en a parlé avec Pierre, qui est un suiveur de cette équipe stéphanoise, qui nous avait dit lors d'une interview sur le Phocéen, j'ai peur que Saint-Etienne vienne quand même avec certaines velléités, c'est-à-dire à certains moments ils vont essayer de sortir et on va s'en prendre une valise. Et c'est ce qui s'est passé. Moi j'étais au stade, j'ai bien vu cette équipe Saint-Etienne. Évidemment ils ne sont pas partis à l'abordage, ouais. Et évidemment ils ont joué bloc bas, mais tout en essayant de sortir par moments, ce qui a fait que nous on a pu placer ces transitions. Alors que quand tu joues contre des Angers, quand tu joues contre des même Lyon, qui font un bloc bas avec 2 lignes de 4, ça sort pas, donc toi tu fais tourner pour pas te faire contrer. Le premier but, c'est quand même une récupération haute. Donc ouais. Si tu as l'envie d'être haut sur le terrain pour récupérer le ballon, et bon, évidemment, si tu as la qualité de Gouiri aussi pour faire ce qu'il a réussi à faire, ça change tout. Et puis quand tu mènes 1-0, effectivement, contre ce genre d'équipe, le match, il est beaucoup plus simple. C'est sûr que contre Angers, si tu avais marqué, si on avait eu une action, parce que c'est même pas une action de but, là pour le coup, c'est un exploit individuel. Si tu as un exploit individuel qui te débloque la situation, le match, il est beaucoup plus simple. Joël, on ne fait pas un focus sur ça, mais on est obligé d'en parler. Et franchement, les amis, je vous le dis, chaque fois qu'il faudra en parler, on en parlera. Est-ce qu'il n'y a pas encore une dinguerie sur l'arbitrage là? Parce que c'est sûr, on a gagné 5-1. C'est sûr, les copains sur Twitch, sur YouTube, ils vont me dire Seb, on a gagné 5-1, ça va. Ouais, mais en fonction de la physionomie, en fonction du match, tu peux te prendre un expulsé. Tu peux, si ma tante en avait, comme disait René Malville, que l'on embrasse, toujours, on pense bien fort à lui, comme on pense à Avi Assouli aussi. Je vous dirai quelques anecdotes dans la partie des questions-réponses sur ce bon vieux Avi. Il y a encore un but refusé, quand tu revois les images, tu te dis en fait il a sifflé quoi l'arbitre? Et d'ailleurs l'arbitre qui n'a en première instance rien sifflé, et c'est encore la VAR qui vient intervenir, tu sais même pas pourquoi. C'est ton avis ou j'exagère? Ben, c'est mon avis. Si contre Lille la faute est sifflée sur Balerdi, ben, là il la siffle contre Heubière. Je trouve ça logique parce que bon, Heubière touche le gardien, on voit que c'est le gardien qui vient un peu s'empaler sur Heubière. Ça me rappelle un peu la faute qui avait été sifflée sur Marquinhos quand Strootman essayait d'aller mettre le but du 1-1 contre Paris il y a quelques années aussi. Je ne suis pas dérangé par la faute parce que bien sûr on a gagné 5-1.
Mais j'aurais aimé que, voilà, comme dit Pablo Longoria, je cherche pas à ce que l'OM soit avantagé. Cherche une équité en fait, une équité dans les décisions, une équité dans les clubs qui sont mis, on va dire, presque en avant par les arbitres. J'ai l'impression que quand c'est l'OM, ben, c'est plus facile de siffler faute ou de pas siffler justement quand l'OM prend un but, notamment contre Lille quand Balerdi se prend un stop par Meunier, parce que c'est exactement la même chose. Mais non, tu exagères pas, mais je trouve pas que c'est un acte de triche d'avoir sifflé faute non plus. Moi, je cherche surtout, par rapport à toi, à comprendre le règlement. Et en fait, j'arrive de moins en moins à le comprendre. Parce que quand je vois un arbitre qui, en première intention, comme tu l'as dit, donne but, et qu'on l'appelle pour qu'aller voir les images, et qui reste pratiquement, j'exagère un peu, mais presque 2 minutes, à se gratter la tête, à dire... Donc, moi, on m'a expliqué au départ que la VAR, c'était pour les erreurs manifestes. Si pendant 2 minutes, tu hésites en regardant les images, tu dis, ah non, mais c'est que c'est pas manifeste. Complètement. C'est que c'est pas dans sa tête, il se dit pas, ouais, j'ai fait une grosse erreur, donc il faut que je revienne dessus. Donc, je ne comprends pas, d'après le règlement qui nous a été expliqué, pourquoi il revient sur la faute. Romain, il va falloir qu'il se passe quoi dans le monde du football pour qu'on ait un arbitrage qui soit cohérent. On le voit aussi en Espagne, le Real qui en peut plus des arbitres. Et moi qui suis beaucoup les matchs du Real, du Barça, enfin les gros matchs européens, parce que bon, c'est toujours intéressant de les voir jouer au football. C'est vrai que de temps en temps, il y a des décisions, c'est pareil, ça rend dingue. Toi, en début d'année, tu nous disais, messieurs, ça va arrêter, on n'a pas besoin de l'arbitre pour gagner. Preuve que tu as raison, puisque à Lyon, cette année, on se fait exclure Balerdi très rapidement, et on a quand même gagné 3-2. Là, on gagne 5-1, donc à la limite, c'est un détail de l'histoire. Mais j'en parle, Romain, dans cette partie qui est consacrée à Saint-Etienne, parce qu'à force de répétition, j'en ai vraiment assez. On n'a pas besoin de ça pour gagner, et tant mieux, ça montre qu'on est encore au-dessus du game, du moins face à la plupart des concurrents en Ligue 1. Mais ça va durer jusqu'à quand, Romain? Jusqu'à quand? Et moi, j'ajoute juste que Romain ne va pas la rajouter donc plus 3 ou plus 2 dans sa moyenne, parce que forcément, ça compte pas parce qu'on a gagné, mais en attendant, c'est encore une erreur d'arbitrage en notre défaveur. Ah oui, des arbitrages en défaveur, il y en a sur plein de clubs. Seb parlait du Real, il y a aussi des polémiques en Angleterre, il y a des polémiques en Italie. Je sais, cette saison, c'est vraiment très compliqué tout ce qui se passe en Europe au niveau de l'arbitrage. Nous, effectivement, on a de quoi se sentir lésés. Slim pourra vous raconter ça dans un OM au café. On a vécu le match ensemble. J'étais d'autant plus fou de voir ça. Rappelons quand même pour ceux qui nous suivent que l'arbitre qui prend cette décision était l'arbitre de Rennes-Marseille qui avait sifflé après intervention de la VAR penalty contre Murillo en première période. Là aussi, on avait gagné à Rennes, mais c'était une dinguerie. Et là, moi où je suis fou, et c'est un truc qu'on a en commun avec Seb, c'est une phrase qu'on aime bien, c'est que ça veut dire quoi? Assumer. C'est-à-dire que la FFF nous a fait un communiqué pour nous expliquer après le match à Rennes, désolé messieurs, on s'est trompé, c'était une erreur le penalty de Murillo, on assume. Mais ils assument tellement qu'ils te remettent le même arbitre un mois plus tard. Donc j'ai du mal à saisir le degré là d'excuses en fait. C'est ça, moi, sur le coup, m'a rendu fou. Heureusement que derrière on gagne, parce que j'avoue que je deviens fou. Bon, j'ai parlé de l'arbitrage parce que franchement, j'en ai vraiment marre et qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait vraiment des mesures qui soient prises. Encore une fois, comme vous le répétez, messieurs, sur ce plateau, comme le président Longoria le répète, on ne veut absolument pas être avantagé, on veut juste de la normalité, on veut juste de l'équité et de voir toutes les actions sur tous les terrains de France siffler de la même façon, que ce soit des mains, que ce soit des tacles, que ce soit des fautes, que ce soit peu importe. Faites en sorte que ce soit équitable pour tout le monde. On ne veut pas de faveur, de toute façon, on n'en a pas besoin. Max, il y a un joueur dont d'ailleurs je m'en étais excusé, mais je représente encore des excuses pour mon jugement peut-être trop hâtif, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais Gouiri, il s'impose vraiment comme le numéro 1 quelque part en attaque que tu attendais. Tu aimes bien ces joueurs techniques. Bon, toi, tu m'avais dit que tu voulais peut-être un profil un peu plus déménageur, un peu plus camionneur. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Est-ce que ce joueur qui est fin, très fin techniquement et très intelligent tactiquement, qui se place bien dans les intervalles,
Est-ce que c'était le chaînon manquant à cet Olympique de Marseille, en dehors de Benasser aussi? On peut en parler de tout le monde. Non, mais c'est vrai que dans le système de De Zerbi, il rentre parfaitement dans le cadre. Après, on pouvait avoir quelques appréhensions, et c'est normal, parce que ça s'était pas forcément bien fini dans ses clubs précédents. Donc, et on ne sait pas ce que ça va donner aussi à l'OM. Hein. Pour l'instant, il a toujours bien démarré dans ses clubs. Mais il a toujours bien démarré dans ses clubs. À chaque fois qu'il est arrivé, il a bien démarré. Et après ça, donc moi, je suis très confiant par rapport à ce qu'il nous montre, surtout qu'on sent qu'il s'est bien acclimaté au sein du groupe. Mais voilà, il va falloir qu'il répète les prestations de ce vol-là pour qu'on puisse se dire on a vraiment un attaquant qui pourrait l'année prochaine être même le numéro 1. Pour l'instant, je crois avoir vu d'ailleurs une consultation sur le Phocéen qui était à 50-50, quoi, tu vois. Donc tout le monde est un peu hésitant à se dire oui, c'est très bien pour l'instant, mais est-ce qu'on le veut pour l'année prochaine numéro 1? C'est encore mitigé. Mais un peu à l'instar de Wai qui avec Lens faisait un petit peu la starlette. Là, Johan, je vois un Gouiri qui se dépouille, qui physiquement est présent. Encore une fois, je l'ai vu faire beaucoup de courses sans ballon pour aller presser l'adversaire. Alors certes, il ne le fait pas comme notre maître à tous dans le pressing qui s'appelle Neil Maupay. Il faut bien aussi qu'il ait des arguments, ce bon vieux Neil. Mais là, Gouiri, sans être un Neil Maupay qui harcèle tout le long du match, qui fatigue la défense, mais quand même, il met aussi une forme de pression au-delà de sa qualité technique et de son efficacité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il y a, je pense, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que beaucoup de supporters de l'OM l'ont vu parce qu'elle est ressortie quand son nom est sorti en rumeur pour le mercato. Le Vélodrome. Donc je pense que c'est déjà un joueur qui apprécie le club, c'est déjà sûrement un joueur qui apprécie le stade. Et quand on vient dans un club et qu'on apprécie peut-être autant l'ambiance, eh ben, ça donne un peu plus de force, un peu plus d'énergie pour aller faire ce pressing-là. Il sait qu'il arrive dans une équipe qui tourne bien aussi. Je pense que c'est une chance pour lui aujourd'hui de quitter Rennes qui est en difficulté pour l'Olympique de Marseille. De Zerbi le met en confiance, lui a donné tout de suite entre guillemets les clés de l'attaque en le mettant à la place de Maupay qui a fait de très bonnes parties et qui a vraiment bien tenu la baraque. Moi, ce qui m'a plu vraiment dans son jeu sur les matchs que j'ai vus, et ça m'a surpris, c'est vraiment son jeu dos à la cage, où il est très très bon justement en combinaison avec Rabiot et Greenwood. Et c'est là où je rejoins notre ami qui disait que moi aussi j'étais plus pour un attaquant un peu costaud, qui allait jouer vraiment dos au jeu et qui allait servir Rabiot et... Le futur, on va en parler, Johan et Romain, je t'interrogerai aussi dans la seconde partie, puisque elle s'intitule OM a-t-il trouvé son grand attaquant? On se questionnera, messieurs, dans la deuxième partie de cette émission, sur est-ce que Gouiri, c'est l'avenir du club, ou est-ce que vous voulez quand même d'autres munitions offensives, voire à sa place, si on n'arrête pas de monter les paliers? Peut-être qu'à un moment donné, on va finir avec qui? Haaland à la pointe de l'attaque de l'OM. Romain, je plaisante sur ça, bien évidemment, mais on voit qu'un certain Valentin Rongier, qui était encore capitaine de l'Olympique de Marseille il y a encore peu, se retrouve avec un statut de remplaçant, puisque Roberto De Zerbi a réaffirmé sa confiance à Benasser, qui fluidifie aussi, il faut le dire, vachement le jeu. C'est quand même fou de se dire qu'un Olympique de Marseille sans Coupe d'Europe se prive sciemment de Valentin Rongier, puisque tu as un trio, Rabiot, Holberg, Benasser, cette année à l'Olympique de Marseille. C'est quand même fou les ambitions qu'on arrive à avoir cette année. C'est top, mais après, nous, en tant que supporters, on ne peut pas s'en plaindre, parce que notamment sur le plateau de Jutol, qui a 2 mois, 3 mois, on se disait, on est peut-être léger dans ce secteur de jeu, dans ce milieu où au final, on a 2 joueurs pour 3. Rappelle-toi les matchs où on se demandait à refaire descendre d'un cran Rabiot quand il y avait un problème sur Rongier ou Albière, et de se dire que Nadir était peut-être un peu léger. Roberto De Zerbi a confirmé qu'il voyait Nadir plus dans le registre de Rabiot, mais sur le côté droit, et c'est d'ailleurs à ce poste qu'il est rentré contre Saint-Etienne et qu'il a été plutôt bon, je trouve. Donc il fallait recruter un mec au milieu. Moi, effectivement, je lorgnais sur un profil N1 pour être juste en backup derrière Højbjerg et Rongier. J'arrive à faire venir Benasser.
voilà, on va pas se plaindre, c'est l'Olympique de Marseille, ça tire un peu tout vers le haut. Moi, je préfère avoir Benasser que Jean-Eudes Aoulou, par exemple. C'est mieux d'avoir Benasser, quitte à ce que ça mette un peu Rongier voilà, dans l'embarras. Ça met surtout les dirigeants dans l'embarras parce qu'il va falloir prolonger le contrat de Rongier prochainement. Mais c'est des bons débats, ça, c'est quand même des trucs. L'année dernière, on mettait, désolé de taper encore sur lui, mais on mettait Asdin Ounahi par défaut dans le 11 au milieu de terrain. Et là, on a un super Rongier qui nous fait 25 très bonnes minutes sur sa rentrée. Et malheureusement, on se dit, il mérite plus. C'est tant mieux, c'est bon signe. Juste, Seb. Oui. J'ai une petite question pour toi qui est totalement dans cette partie. Tu nous parles tu nous as souvent parlé de Bielsa et ce que tu aimais pas trop chez lui, c'est que quand on gagnait 2-0, 3-0, il continuait à dire attaquer au lieu de reposer les gars. Là, à 4-0, j'ai vu Højbjerg sur le coup d'envoi de Saint-Etienne arracher le ballon pour aller plus haut. Et je me suis dit, oula, ça, Seb, il va pas aimer. T'as aimé ou pas? Non, mais c'est pas. Enfin, moi, c'est déjà premièrement, c'est moi qui pose des questions. non, mais remettons l'église au centre du village. 2, c'est absolument pas pareil pour moi de voir des joueurs qui, de par leur motivation naturelle et donc le jus qui va avec, ont envie de pousser, de marquer d'autres buts, etc. Et puis c'est pas du tout, mais alors pas du tout le même rythme. Moi je me souviens quand c'était Bielsa, les mecs ils étaient carbo au bout de 70 minutes et tu voyais... et tu n'as plus qu'un seul match par semaine. Tu n'as qu'un match par semaine. Tu as justement mais tu voyais Marcelo qui était sur sa glacière, qui se levait, qui faisait « Allez, go, 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 go !» Tu vois, alors que là, De Zerbi, au contraire, moi je le vois sur le banc, souvent il est là, il fait les gars calme, tranquille et tout, donc c'est pas sa consigne à lui. Donc si c'est les joueurs qui ont du jus, qui ont envie d'aller presser, mais encore une fois, avec Bielsa, Romain, je sais pas si tu te rappelles, enfin si tu as le même souvenir que moi que des matchs de Bielsa, mais c'était un pressing tout terrain, constant, on allait presser haut, on allait chercher haut, chaque fois qu'il y a l'adversaire, là c'est pas la même chose quoi, je veux dire, il y a du contre-pressing, mais j'ai pas l'impression que les joueurs ils soient fatigués pareil à la fin de match, ils sont pas rincés, ils sont pas sur les rotules. Je veux dire, tu fais beaucoup circuler le ballon, donc derrière, puisque c'est la partie, c'est donc ça le De Zerbi Ball. C'est vrai que quand tu vois c'est les autres qui sont fatigués à la fin des matchs de l'OM, alors qu'on avait quand même l'impression que quand on jouait avec Bielsa, les joueurs, de toute façon, c'est même pas une impression. C'est à la fin de saison, déjà comparé à couler, quoi. Comparé à Bielsa, c'est du contre-pressing, comme tu le dis, et c'est du zone. C'est pas du homme pour homme. Là où Bielsa, c'était du homme pour homme. C'est Rod Fanny, je crois, qui disait ça là, il y a très peu de temps dans un autre média marseillais, qui demandait à ses joueurs de s'il va aux toilettes, tu vas aux toilettes. Et oui. Quitte à créer des trous. Et là, c'est ce que. Mais du coup, les efforts physiques sont pas les mêmes, tu as raison de le souligner. Et c'est pas du tout la même chose. Et c'est ce qui, moi, m'a plu justement pour revenir sur. C'est donc ça le De Zerbi Ball, j'espère. Parce que contrairement au match contre Angers, je nous ai trouvé vraiment très très fort et très efficace dans le contre-pressing, et c'est ce qui nous permet de marquer le premier but, ce qui nous permet de récupérer le ballon très rapidement, et une équipe avec le ballon se fatigue moins qu'une équipe qui court après, simplement. Max, je finis rapidement l'émission parce que là le temps passe. S'il y a un bémol sur cette rencontre, et ne faites pas là aussi, il est sérieux, il est pas sérieux. Ah, moi j'en ai. C'est de quoi? Moi j'en ai un de bémol. J'ai l'impression qu'il faut qu'on encaisse un but à toutes les rencontres. C'est quelques matchs de l'Olympique de Marseille. Alors, c'était pas vrai à Angers, on a gagné 2-0, mais il y a un moment donné où on va arriver à vraiment sécuriser cette défense, surtout que tu as un goal quand même plus ou moins exceptionnel cette année. Et j'ai l'impression qu'il faut toujours qu'on en prenne un ce qui m'embête le plus, au-delà du but encaissé, c'est que c'est la façon dont on l'encaisse. Et j'ai toujours de bons espoirs sur des dicks, mais en même temps je me dis, le gars il est encore comme tous les latéraux qu'on a, comme tous les pistons qu'on a, c'est un mec qui est à fond sur l'offensive et sur le secteur défensif. Il l'a dit lui-même en plus en conférence de presse, il a dit il va falloir que je progresse de ce côté-là. Ouais, il va falloir que tu progresses mon gars, parce que si contre Saint-Etienne qui marque jamais un but, on s'en prend un, et parce qu'on prend l'eau sur le côté comme ça, c'est dommage. Voilà. Après,
franchement, comme le disait Deserbi il n'y a pas longtemps, moi, si on prend des buts à 5-0, à chaque fois, ça ne me dérange pas trop, quoi. Ah oui, non, mais évidemment, c'est un détail de l'histoire. Mais c'est dans ce côté, j'aimerais bien nous voir aussi, quelque part. Ouais. Je préfère presque gagner 4-0, tu vois, où tu as quand même marqué 4 buts et tu as été. Que là, 5-1, tu marques un but de plus qu'un 4-0, mais bon, tu en encaisses encore un. Et moi, j'aime bien cette sensation de solidité. Niveau comptable, on avait dit que Nice avait un super goal average, alors que Monaco, c'était pas trop le cas. Donc, on a finalement perdu que 2 buts par rapport à Monaco qui a fait un carton. Ce qui est une dinguerie quand tu sais que tu gagnes 5-1. Mais on garde, on a le classement qui s'affiche, on garde donc une différence assez conséquente sur Monaco et par contre, on s'envole un peu par rapport à Nice. Donc, c'est plutôt pas une mauvaise opération au niveau comptable. Ah oui, c'est même une très bonne opération. Allez, vous en avez l'habitude maintenant. La petite coupure pub pour les non-abonnés. Et on se retrouve ensuite pour la seconde partie de l'émission. Ouais, si je mets pas mon oreillette, ça t'oblige à parler en plateau. C'est ma faute. On va corriger le tir. Voilà, je m'équipe. C'est ça aussi, le direct. Du coup, on a un copain, Max Younes Hadji sur YouTube, qui nous dit finalement, c'est quoi le Deserbi Ball concrètement? C'est ce qu'on voit depuis maintenant plusieurs matchs. C'est une grosse possession de balle, une envie de ne pas prendre de risques incommensurables, de se dire voilà, moi si je fais une passe, c'est une passe sûre et j'attends de trouver une faille, je fais tourner. Au début, on l'avait expliqué, c'était uniquement dans l'axe. Maintenant, il va un peu plus, les joueurs vont un peu plus sur les côtés, mais tant qu'on n'a pas fait ce décalage dans l'axe, on n'essaie pas de s'incruster plus. Et c'est vrai qu'avec là, on s'aperçoit aussi que les équipes commencent à nous craindre vraiment, et du coup, ont peur de venir nous chercher. Donc, on est dans une ultra possession où on est plutôt serein de ce côté-là. Et moi, ce qui me gênait, ce qui me gênera toujours, c'est quand on a cette ultra-possession-là, mais que ça dure 2, 3, 4, 5 minutes et qu'on n'en fait rien, quoi. À un moment donné, je pense qu'il faut quand même essayer. C'est-à-dire que si les autres sortent pas, ça crée pas de décalage, et du coup, tu continues de faire tourner en attendant la brèche, et ça ronronne. Mais bon, si à la fin, tu gagnes 2-0 contre Angers, oui, non, moi, je me dis... Parce non, mais c'est vrai qu'il y a des matchs où on essayait d'aller piquer l'adversaire. Problématique, c'est que si tu manques une passe et que tu te fais intercepter, ça part comme des flèches en contre, et du coup, de voir une équipe qui maîtrise son sujet et qui assure ses passes pour pas se faire contrer. Mais tu vois, pour revenir encore sur ce débat-là, moi j'ai encore vu contre Saint-Etienne, pas beaucoup, hein, mais 3-4 fois, des appels de Henrique, des appels de Merlin et tu vois, tu es là, tu dis ouais, lance-le, parce que là, ouais, des fois ça manque un peu. Tu reviens derrière. Et j'ai même vu Deserbi calmer Luis Enrique qui était agacé de ne pas recevoir le ballon. C'est ça. Moi, j'ai l'impression surtout que sur ce système de passe-là, où on essaie d'attirer un joueur pour créer le déséquilibre, il y a un seul joueur qui finit pas à chaque fois, c'est comme on les appelle les tours. On va souvent toucher le côté gauche, mais Murillo a tendance à toujours revenir dans l'axe et jamais aller toucher Luis Enrique. C'est un schéma que je vois très souvent. Alors, est-ce que c'est une demande de Deserbi? Je ne sais pas. Là, moi, ce qui m'a choqué sur ce match, c'est de voir Saint-Etienne un peu sortir pour venir nous chercher dans notre domaine, on va dire, de prédilection. Et on a vu que bon, c'est très faible, Saint-Etienne, il faut se l'avouer, avec tout le respect que j'ai pour l'histoire de Saint-Etienne, mais cette année, c'est vraiment très très faible. Et on voyait qu'en 2-3 passes, on arrivait à créer le déséquilibre et à partir en transition. Tigrou le malin, 130 secondes de pub qui n'en finissent plus alors que le débat a repris. Non, le débat il n'a pas repris. On a lu une question, t'inquiète pas, on t'attendait pour la seconde partie. Et du coup, comme tu es revenu, on y va tout de suite.